Alors, je vous propose d'entrée de jeu de commencer par essayer de repérer que la relation toxique, c'est d'abord... Ah, excusez-moi. Alors, dramatique. Problème insoluble, dramatique. Les deux belles-mères veulent figurer sur le carton d'invitation. Catherine adore sa belle-mère, hein, qui l'a quasiment élevée. Elle la veut sur le carton, elle la veut. La belle-mère n'envisage pas, et c'est normal, la mère est morte, de ne pas y figurer à côté du père. Moi, je hais la mienne. Hein. Il est hors de question que ma belle-mère figure sur le carton. À moins que la belle-mère de Catherine n'y soit pas non plus, ce qui est rigoureusement impossible. Alors, j'ai suggéré qu'aucun des parents n'y soit. Après tout, nous n'avons plus 20 ans. Nous pouvons présenter notre union nous-mêmes. Catherine a hurlé, arguant que c'était une gifle à ses parents qui payaient prix d'or pour la réception, et spécifiquement pour sa belle-mère, hein, qui s'était donné tant de mal alors que ce n'était même pas sa fille. Bon, je finis par me laisser convaincre, totalement contre mon gré, mais par épuisement. J'accepte donc que ma belle-mère, que je hais, qui est une salope, figure sur le carton d'invitation. J'appelle ma mère pour la prévenir, je lui dis « Maman, j'ai tout fait pour éviter ça, mais nous ne pouvons faire autrement. » Elle me répond « Mais si Yvonne doit figurer sur le carton, alors je ne veux pas y être. » Je lui dis « Maman, je t'en supplie, n'envenime pas les choses. » Elle me dit « Comment oses-tu me proposer que mon nom flotte solitaire sur le papier comme celui d'une femme abandonnée, au-dessous de celui d'Yvonne, solidement amarré au patronyme de mon père ?» Je lui dis « Mais maman, je t'en supplie, des amis m'attendent. Je vais raccrocher, nous parlerons tout cela demain à tête reposée. » Elle me dit « Pourquoi je suis toujours la dernière roue du carrosse ?» Comment ça, maman? Mais tu n'es pas la dernière roue du carrosse. Mais bien sûr que si, quand tu me dis n'envenime pas les choses, c'est que les choses sont déjà là. Tout s'organise sans moi, tout se trame derrière mon dos. La bravuguette n'a qu'à dire amène à tout. Et j'ajoute, dit-elle, le clou pour un événement dont je n'ai pas encore saisi l'urgence. Je lui dis, maman, des amis m'attendent. Oui, je sais, tout est plus important que moi. Au revoir, elle raccroche. Catherine, qui était à côté de moi, mais qui n'avait pas entendu, me dit, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne, et c'est normal. Elle me dit, mais je te parle pas de ça, qu'est-ce qu'elle dit au sujet du mariage? Rien, tu mens. Catherine, je te jure, elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne. Elle me dit, rappelle ta mère immédiatement, et dis-lui que quand on marie son fils, on met son amour-propre de côté. Je lui dis, tu pourrais dire la même chose à ta belle-mère. Mais ça n'a rien à voir, s'écriait. Elle me dit, ça n'a rien à voir, c'est moi qui tiens à sa présence, pas elle, la pauvre. Si elle savait les problèmes que ça engendre, elle me supplierait de ne pas être sur le carton. Alors, rappelle ta mère. Je la rappelle, hein. Catherine en surtension, à l'écouteur. Je lui dis, maman, pourquoi es-tu si égoïste? Mais je ne suis pas égoïste, Yvan, je ne suis pas égoïste. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi, me dire comme Madame Romero ce matin que j'ai un cœur de pierre, que dans la famille nous avons une pierre à la place du cœur. Dixit, Madame Romero ce matin, quand je lui refusais, elle est devenue complètement folle, de la passer à 20 € de l'heure non déclarée. Et qui trouve le moyen de me dire que dans la famille nous avons une pierre à la place du cœur. Hein? Quand on vient d'ailleurs de mettre un pacemaker à ce pauvre André, à qui tu n'as même pas envoyé un mot. Ah oui, c'est drôle, hein. Toi, tout te fait rire, hein, bien sûr. Hein. Ce n'est pas moi qui suis égoïste, Yvan. Hein. Tu sais, tu as encore beaucoup, mais alors beaucoup de choses à apprendre de la vie. Hein. Allez, file, rejoindre tes chers amis. Et alors? Alors rien n'est résolu, j'ai raccroché. Mini-drame avec Catherine et Courtet parce que j'étais en retard. Mais pourquoi est-ce que tu te laisses emmerder par toutes ces bonnes femmes? Mais pourquoi je me laisse emmerder, j'en sais rien. Hein. Elles sont folles. Tu sais, Yvan, hein, je pense que tu devrais annuler ce mariage. Mais je ne peux pas, voyons. Je ne peux pas, tu es cinglé. Mais pourquoi? Mais parce que tout est organisé. Je suis dans la papeterie depuis un mois. Et son oncle n'avait absolument pas besoin d'engager qui que ce soit, encore moins un type qui n'a travaillé que dans le tissu. Écoute, Yvan, hein, tu feras ce que tu veux. Moi, je t'aurais juste donné mon avis. Hein. Excuse-moi, Jérôme, hein, sans vouloir te blesser, tu n'es pas l'homme dont j'écouterai spécifiquement les conseils matrimoniaux. On ne peut pas dire que ta vie soit une grande réussite en ce domaine. Oui, eh bien, justement. Je ne peux pas résilier ce mariage. Je ne peux pas. Je sais, Catherine est hystérique. Okay. Mais elle a des qualités. Et elle a des qualités quand on épouse un garçon comme moi. Bon, écoute, je te propose qu'on s'arrête là. Hein. Je te remercie beaucoup d'être venu. Je ne m'attendais pas à ce que tu donnes cette forme de témoignage, mais après tout, pourquoi pas. Écoute, je ne sais pas si tu as remarqué, mais là, il y a un public, on va essayer de s'en occuper. Pas vu. Pardon. Bonsoir, excusez-moi. Merci. Merci beaucoup. Voilà, merci Thierry d'avoir bien voulu jouer cette scène qui est tirée de la pièce de théâtre Art de Yasmina Reza, qui a été écrite en 1994 et qui laisse voir comment l'achat d'un tableau blanc, c'est-à-dire d'un tableau d'art moderne ou d'art contemporain, va littéralement faire exploser l'amitié entre trois personnages, donc Yvan, Serge et Marc. Serge ayant acheté ce fameux tableau et Marc lui disant « Mais tu ne peux pas avoir acheté cette merde pour 200 000 €. » Voilà, donc vous voyez,
nous avons ici, avec cet exemple-là, une tirade qui est entièrement fondée sur une relation toxique, qui amène d'ailleurs son interlocuteur à dire « Mais pourquoi est-ce que tu te laisses emmerder comme ça ?» Et la réponse est immédiate, c'est « J'en sais rien », sous-entendu « Je ne peux pas faire autrement ». On voit bien que la relation toxique est une relation qui se joue forcément entre plusieurs personnages, plusieurs personnes dans une espèce de pièce de théâtre qui se joue d'autant plus facilement qu'il va y avoir du public. Et c'est ce que dit justement Steve Karpman, qui dit « La mise en place de relations dites triangulaires autour de 3 rôles que sont le persécuteur, le sauveteur et la victime, eh bien, va d'autant plus se vivre qu'il y a des gens qui regardent. Ou qu'il y a un public attentif, parce que ça crée finalement une stimulation entre les personnes et à l'intérieur des personnes qui nous empêche de nous ennuyer. Et donc, ce que je voudrais juste vous montrer, c'est un petit schéma que j'ai fait pour arriver à bien comprendre de quoi il s'agit. Vous voyez, il y a 2 personnes avec apparemment juste un message social qui joue le rôle d'un stimulus, et l'autre va répondre de façon sociale. Mais en fait, par derrière, il y a tout un dialogue interne qui se vivent, des dialogues internes, qui se vivent à l'intérieur des personnes, et elles ne peuvent pas soit restituer le contenu de ce dialogue interne, soit, quand elles le restituent, c'est sous forme d'attaque ou d'explosion. Et donc tout se passe dans la relation comme s'il y avait un véritable bras de fer, vous voyez. C'est assez simple. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais tout de suite arriver à la conclusion. Parce qu'en fait, on dit qu'une relation est toxique lorsque on cherche dans cette relation à satisfaire un besoin, mais qu'on ne sait pas comment y arriver, parce que ce besoin n'est pas bien identifié. La personne n'est pas capable de dire « voilà ce dont moi j'ai besoin ». Non seulement elle ne sait pas l'identifier, mais en plus de ça, elle ne sait pas le demander. Elle ne sait pas demander à l'autre satisfaction à ses propres besoins, autrement que d'une façon dérobée, je dirais d'une façon manipulatrice, où on va extorquer la satisfaction de ce besoin, j'allais dire presque à nos corps défendants. C'est-à-dire que la personne n'en a pas forcément conscience, donc c'est un besoin qui n'est pas pris en compte, mais par aucun des 2 protagonistes. C'est-à-dire que c'est besoin contre besoin, avec finalement une interaction sociale qui est en lien caché avec ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et en fait, ça finit souvent par une explosion. Dans une relation toxique, il y a 2 possibilités, il n'y en a pas 3. La première, c'est on maintient la relation toxique. La deuxième, on fait exploser la relation toxique jusqu'à ce que, effectivement, les retombées de l'explosion s'apaisent. Et puis après, si les personnes n'ont pas fait un travail de conscience, eh bien elles se remettent à nouveau dans ces situations où elles vont recommencer ces fameuses relations toxiques. Alors, on va tout de suite regarder ce que ça donne dans un extrait, parce que c'est assez amusant. Donc l'extrait est directement issu du film Vilaine. Je vous laisse regarder. Épreuve numéro 1, maman. Oh, j'étais en train de faire le luce quand j'ai eu un petit malaise. Oh. Oui, eh ben, il va falloir que ça cesse, tous ces petits malaises. Il va falloir que tu apprennes à te débrouiller toute seule. Je ne serai pas toujours là pour t'aider, maman. Et pourquoi? Parce que... Ah, bravo. Bravo. Ta mère est malade, alitée, et toi, tu t'en fous belle mentalité, hein? Eh ben, il se trouve que moi aussi, je suis malade. Toi, malade? Mais toi, t'es jamais malade. Même les virus veulent pas de toi. La seule maladie que t'as jamais eue, c'était des poux. Et encore, c'est ta cousine Aurore qui te les avait collés dans ton bonnet, rappelle-toi. Oui, eh ben, désolée de te décevoir, mais les médecins sont formels. Il faut que je me repose. Mais qu'est-ce que t'as? Le palu. Foudroyant. T'as jamais voyagé? Eh ben, il faut croire que c'est le moustique qui a fait le voyage. Attends, c'est horrible. C'est monstrueux. Non, mais... Mais comment tu peux me faire ça? Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Qu'est-ce
Qu'est-ce que je vais devenir? Tu veux me le dire? Vieille, seule, pauvre, sourde, incontinente et morte. Vous voyez que là, on retrouve bien l'explosion qui finalement ne résout rien. On ne sait pas exactement ce dont les deux protagonistes ont besoin. Manifestement, ils essayent d'exprimer quelque chose, mais ils passent par des transactions sociales qui ne correspondent pas à ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes. Et donc, on va pouvoir, du coup, qualifier la relation toxique. C'est d'abord des transactions qui se répètent à l'envi. Alors, il suffit que vous soyez parti avec votre famille, ou plutôt votre belle famille, que vous soyez parti même entre amis que vous connaissez bien, en vacances, et puis tout d'un coup, eh bien, on remarque que c'est toujours les mêmes transactions. Il est apéro moins le quart. On commence et on va débiner les autres, etc. Puis à la fin de la soirée, on rentre chez soi et on dit à son conjoint « plus jamais ça ». Et le lendemain, il est à nouveau apéro moins le quart. Et donc on se retrouve et on recommence toujours ces mêmes transactions. Le deuxième point qui va être assez intéressant, c'est qu'elles se produisent hors du champ de notre conscience claire. C'est-à-dire, vous voyez bien les deux personnages ici affirment des choses, mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur? On ne sait pas vraiment. Est-ce qu'elles sont vraiment conscientes de ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes? C'est pas évident. En tout cas, l'une et l'autre essayent d'exprimer un besoin avec « je ne peux satisfaire ce besoin que si tu me donnes un coup de main ». Soit en t'occupant de ta vieille mère ou de ta mère avant qu'elle ne devienne vieille, soit en « maman, fous-moi la paix ». Mais c'est comme s'il était impossible d'être proche de soi et de dire quel est son vrai besoin. Le troisième point, c'est que ces relations ou ces transactions vont générer ce qu'on appelle des émotions ou des sentiments parasites. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sentiment parasite? C'est une émotion qui est authentiquement ressentie, mais qui ne correspond pas à l'émotion profonde. Alors je vais vous donner un exemple, parce que sinon c'est pas très simple à comprendre. Dans ma famille, on n'avait pas le droit d'être triste. Je suis né dans une famille extrêmement engagée chrétiennement et du coup, on devait tous avoir des gueules de ressuscité. À 7 heures du matin, quand vous vous levez et que vous êtes gamin, c'est pas forcément la gueule de ressuscité qui vient spontanément sur votre visage. Comme ma mère était maniaco-dépressive et que mon père était militaire, je dis souvent pour me présenter que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une mère maniaco-dépressive et un père militaire, eh bien, si vous voulez, la notion de tristesse, la notion de vague à l'âme, c'était quand même quelque chose qui était assez prégnant. Notamment dans la phase dépressive de la psychose maniaco-dépressive ou la bipolarité, comme on l'appelle maintenant. Et puis, il y avait des périodes maniaques avec une hyper activité. Toujours est-il que la notion même de tristesse ou de vague à l'âme, on luttait contre en disant « être chrétien, c'est avoir une gueule de ressuscité ». Et donc, chaque fois qu'on est déprimé ou chaque fois qu'on est triste, on va remplacer cette émotion vrai par une émotion de remplacement, c'est ce qu'on va appeler une émotion parasite. En anglais, ça s'appelle une émotion racket, comme si vous faisiez racketter. C'est-à-dire la vraie émotion se fait racketter et est remplacée par une émotion qui, vous la ressentez vraiment, mais ne correspond pas véritablement à l'expression de votre besoin. Je vous rappelle qu'un besoin va générer une émotion. Si on traite l'émotion, en partie, ce besoin va pouvoir être satisfait. Et donc, on remplaçait la tristesse par une sensation de fatigue. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est fatigué et que c'est une émotion vraie? Eh bien, on va se reposer. On fait la sieste et puis après, 20 nœuds la belle frégate, on se sent vachement bien et c'est fini. Sauf que si vous allez vous reposer alors que votre émotion vraie, c'est effectivement la tristesse, eh bien, vous savez quoi? Vous êtes encore fatigué puisque l'émotion de remplacement, c'est la fatigue et que vous n'avez pas traité votre tristesse. Voyez? Et donc, en fait, les relations toxiques, et c'est ça qui est très, très important, c'est qu'elles génèrent des émotions ou des sentiments parasites. Et à quoi vous différenciez l'émotion parasite de l'émotion vraie? Lorsque vous exprimez une émotion vraie, elle se dissout. Et une émotion à dissout,
c'est pas cher. Non, c'était pas le même film, c'était juste pour voir si vous étiez encore là. Et donc, à partir du moment où vous exprimez une véritable émotion, votre émotion vraie, à partir de ce moment-là, elle se dissout. C'est-à-dire que quand vous êtes vraiment en colère et que c'est votre émotion vraie, eh bien, exprimer sa colère va la faire disparaître, au moins en partie. Par contre, si vous exprimez votre colère comme étant le reflet d'une émotion parasite, plus vous exprimez votre colère, plus vous allez devoir exprimer votre colère. Autrement dit, ça ne sert à rien. Ça l'exacerbe. Ça, c'est très, très important, hein, comme distinguo. Ça, déjà, c'est très important. Quand vous dites, mais alors, qu'est-ce que tu ressens ? Et que la personne vous balance à la figure, finalement, l'émotion, et que même après cette expression, l'émotion est toujours intacte, vous êtes à peu près certain que vous êtes en face d'une émotion parasite chez la personne. C'est quand même un point de repère facile. Et vous savez quoi ? C'est un point de repère facile pour regarder les autres, mais c'est un point de repère facile pour se regarder soi. Vous voyez ? Alors moi, je vais vous dire quelles sont mes émotions fétiches, parasites, la colère frustrée. Je suis toujours en colère frustrée. Et quand j'exprime ma colère, j'augmente ma frustration. Étant très frustré, je vais nourrir ma colère. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez, troisième caractéristique de ces relations toxiques, c'est qu'elles génèrent des sentiments parasites, on va dire non authentiques. Ce qui ne veut pas dire que vous ne les ressentez pas, vous les ressentez vraiment. Mais elles ne correspondent pas à l'expression de votre besoin. Autrement dit, elle n'est pas la résultante ou ce que vous éprouvez du fait de votre besoin. Et donc, du coup, vous cherchez vos clés là où vous ne les avez pas perdues. Le quatrième point, c'est que finalement, ces transactions, socialement, c'est-à-dire ce qu'on entend, vous sentez que ça veut dire quelque chose, mais qu'en fait, le sens est ailleurs. Si je vous dis « Landru », non, je vais m'adresser à Dominique et Élise. Ils sont où, Dominique et Élise ? Ils sont partis. Ah, mais les voilà. Dominique, t'as vu l'heure ? Alors, maintenant, on enlève la tonalité, on enlève la prosodie. Et vous mettez en sous-titre « Dominique, tu as vu l'heure ? » Point d'interrogation. Imaginez que Dominique me réponde « Oui, Jérôme, j'ai vu l'heure. » À votre avis, comment je vais vivre ça ? Bien sûr, j'essaye de lui dire au niveau du message psychologique « Dominique, tu es encore en retard. » C'était déjà le cas lors de la première conférence. Et voilà-t-il pas que tu recommences ? Mais je pourrais très bien lui dire « Tu sais, Dominique, en fait, ça me stresse. J'ai beaucoup d'amitié pour toi. Et comme j'ai préparé, en pensant à vous, cette conférence, et c'est vrai en plus de ça, j'aurais tellement aimé que vous voyiez la première scène. » Et là, vous voyez que si j'exprime ça, j'exprime vraiment ce que je ressens. Donc je suis proche de moi. Et dans ces cas-là, Dominique, il ne va pas me répondre. Soit « Oui, j'ai vu l'heure », soit « Je vous prie de m'excuser, monsieur Curnier. J'ai pas pu m'empêcher. » Vous voyez ? Et, soit dit en passant, l'entreprise est truffée de ces relations toxiques, avec des messages sociaux qui correspondent en fait à des messages psychologiques où se trouve le sens, mais toujours masqué, toujours caché. Et il suffit que vous regardiez une émission télévisée avec des hommes politiques, vous voyez bien que c'est une grande mascarade. C'est-à-dire qu'ils sont prêts intérieurement à s'entretuer, mais ils vont dire « Mais Madame Le Pen, il faut que vous maîtrisiez. » Vous voyez, on peut créer les conditions finalement pour que l'autre soit pris un peu en défaut, tout simplement parce que je le manipule avec un message social auquel chacun espère trouver une réponse, mais en fait, dessous, le message psychologique est vraiment très torve. Il est tordu. Mais c'est tellement plus amusant d'être dans le masque. Et imaginez une seconde que nous fassions la cour les uns aux autres sans ces masques sociaux. Mais toute la séduction est fondée sur ces masques. Donc il ne s'agit pas de faire Mireille Dumas bas les masques,
Mais il s'agit de ne pas confondre le jeu du masque avec la réalité qui est éprouvée. Là, dans l'épisode de Vilaine, ces deux personnes sont incapables d'être proches d'elles-mêmes et proches de l'autre pour exprimer leurs vrais besoins. Vous voyez ? Donc ici, il y a toujours un sens qui se cache et qui est généralement différent du message social. Le point suivant, c'est que le propre de ces transactions, c'est qu'au bout d'un moment, ça va générer chez vous une très grande fatigue. Comme ce que je disais tout à l'heure à propos de ces émissions télévisées où au bout d'un moment, vous éteignez la télé parce que vous êtes épuisé. Pourquoi ? Parce que l'un des enjeux fondamentaux des relations toxiques, c'est de générer une confusion mentale. C'est-à-dire en se disant, mais je ne comprends plus rien. Et quand on regarde Yvan tout à l'heure dans sa longue tirade, c'est exactement ça. Il finit par dire, écoute maman, je ne peux pas te garder au téléphone, là, j'ai des amis qui m'attendent. Il essaye d'être sincère, mais il voudrait être gentil ou aimable avec sa mère. Et sa mère lui balance à la figure, mais enfin, tu es d'un égoïsme forcené, quoi. Je suis en train de te dire quelque chose qui est vital, et toi, tu me parles de tes amis et de ton retard. Et là, vous vous dites, mais le besoin de madame sa mère est-il plus important que le besoin de monsieur son fils ? C'est besoin contre besoin, vous voyez. Et donc, c'est épuisant, ça génère une confusion mentale où les personnes se disent « mais moi, je ne comprends plus rien à rien, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et en plus de ça, ça mélange toutes les émotions. Et donc, vous êtes dans une confusion émotionnelle. Et c'est extrêmement désagréable. Donc, il suffit que vous pensiez à quelques personnes que vous avez dans le nez ou qui vous ont dans le nez, et là, vous pouvez très bien, facilement, imaginer un scénario qui vous montrera à quel point les différents protagonistes du jeu, puisqu'on va appeler ça un jeu psychologique, sont finalement dans une confusion à la fois cognitive et une confusion émotionnelle. Le point suivant, c'est que le but d'un jeu psychologique ou d'une relation toxique, ça c'est très très important, c'est de récupérer un signe de reconnaissance négatif. Et ce signe de reconnaissance négatif peut porter sur deux aspects. Ce que vous faites, ou ce que la personne fait, ou ce que la personne est. Et tout à l'heure, on disait dans l'introduction, finalement, une relation toxique, c'est une relation qui va progressivement dissoudre mon identité. Vous voyez ? Autrement dit, si on vous balance à la figure des bobards à la gomme, vous disant que vous êtes nul, que c'est vraiment insupportable d'être avec vous, au bout d'un moment, votre estime, votre self-esteem va littéralement se détruire. Vous voyez ? Et donc, quand on ne sait pas être ni proche de soi, ni proche de l'autre dans la relation, qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste s'échanger de la malbouffe relationnelle. Et cette malbouffe relationnelle va faire que, plutôt que de n'avoir rien, je préfère récupérer des signes de reconnaissance négatifs. Vous voyez ? C'est très important de comprendre que la relation toxique a une vocation, c'est de vous permettre de récupérer des signes de reconnaissance, mais au lieu qu'ils soient positifs, ils vont être négatifs, parce que derrière, vous avez une croyance très importante, qui est une croyance limitante. Pour ceux qui ne sont pas venus à la conférence sur les croyances limitantes, vous êtes très mal. Vous voyez là, ça c'est typiquement une attaque un peu persécutrice, qui est une accroche de jeu, je le fais exprès. Et donc la croyance limitante qui est derrière un jeu psychologique, c'est « je crois que je ne peux pas satisfaire positivement mes besoins, donc je préfère qu'ils soient satisfaits de façon négative, parce qu'au moins ils seront un peu satisfaits. » Vous voyez, c'est un drame. Et donc, tout jeu psychologique, bien sûr, est un automatisme qui se met en place, mais qui repose sur une croyance qui cache bien son jeu. Puisque ce que je disais au mois de mars, au moment de la conférence sur les croyances, c'est qu'une croyance ne reconnaîtra jamais son statut de croyance. Jamais. Donc, si vous dites à la personne, mais tu n'es pas capable d'établir des relations saines, tout simplement parce que tu crois que tu ne peux pas satisfaire positivement tes besoins, il va vous foutre son poing dans la gueule. Que ce soit physiquement ou que ce soit moralement. Se dire, tu racontes n'importe quoi. Mais pour qui tu te prends ? On n'a pas gardé les cochons ensemble. Et je te merde. Vous voyez, ça donne des trucs comme ça. Et les films sont truffés de ces machins-là. Parce que ça,
on s'identifie. Et le dernier point, c'est qu'il renforce nos croyances limitantes, notamment la croyance de « je ne peux pas satisfaire mes besoins de façon positive ». Alors j'ai une bonne nouvelle pour les photographes, j'ai une très bonne nouvelle. C'est que si vous m'envoyez votre petit mail, avec un petit mot doux, en disant « elle était bien ta conférence, tout ça », je pourrais vous envoyer, si vous êtes gentil avec moi, le PowerPoint. Ce sera en format PDF. Donc, si vous voulez pas prendre de notes ou si vous voulez, je vous l'enverrai, mais écrivez-moi. Vous voyez comment je le fais? Soit je suis sincère et je dis « vous pouvez l'avoir, il suffit de le demander », soit je dis « ça dépend, faut voir, merci ». Il y en a qui suivent. Vous voyez, il y en a qui suivent et schling, les autres, ils n'ont rien dit, ils sont polis et ils se reçoivent dans la figure que, soi-disant, ils suivent pas. Vous voyez comment ça se joue? Et ça dérape très très vite, très 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 vite. Alors, je vais vous donner un autre petit film. Celui-là, je pense que tout le monde a joué à le regarder. T'es là depuis longtemps, toi? 10 minutes, un quart d'heure. Je me préparais là-haut, j'ai entendu une voix de femme, j'étais persuadé que c'était maman. Oh, je me suis dit, merde, ils sont déjà là. Incroyable, t'as exactement la voix de maman, toi. T'as mis ton petit gilet du vendredi? Et Arlette, elle est là-haut? Non, elle est pas là, Arlette, ça, figure-toi. Qu'est-ce qu'elle fout encore, ça? 8h moins quart, ça continue. Et madame est toujours pas rentrée. Tout ça pourquoi? Pour bavasser avec sa copine, comme d'habitude. C'est beau l'amour quand même, Quoi? C'est beau l'amour? Bah la façon dont tu parles de ta femme, c'est beau. On sent toute la tendresse, toute la compréhension. Et qu'est-ce que tu connais, toi? Tu vis avec quelqu'un? Quand tu vivras avec quelqu'un, depuis 15 ans, tu viendras me voir, puis on en reparlera de la compréhension. Tu vas trop au cinéma, toi. Lui, là, il lit trop de livres, mais toi, tu vas trop au cinéma, tu vois? Qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Yvon Rivet, elle est pas là. Tu trouves ça bien, toi? Elle sait que le vendredi, c'est le jour de la famille. Elle peut pas avoir un peu de respect, non? Je passe pourquoi, moi, s'ils arrivent et qu'elle est pas là? Pour un imbécile qui sait pas tenir sa femme. Ouais, je suis pas papa, moi. Certains vont pas me laisser marcher sur les pieds comme lui. Trop bon, trop con. Et ça m'empêche pas de l'aimer, Arlette. Je l'aime. Mais faut pas exagérer. Je me trouve déjà trop gentil, moi. Mais qu'est-ce qu'il a ricané dans son coin, lui, là? C'est pas vrai, peut-être? Je sais pas, patron, je suis neutre, moi. Vas-y, dis ce que tu penses, toi, vas-y. Mais non, je suis pas au courant de tout, je préfère pas m'engager, franchement. Il veut pas s'engager, Denis, il est comme ça, lui. Il est neutre. Vous voyez? Alors ça fait rire, mais à l'intérieur d'eux, ça les fait pas rire du tout. Nous, on est extérieurs, on n'entend que le message social, et ce qu'il y a d'assez formidable, c'est qu'au niveau de notre ventre, on comprend tout. On comprend tout, mais on n'a pas à vivre dans cette famille-là. Pendant des années, j'ai pas pu regarder ce film, parce que à la fin, c'est exactement comme dans Huis clos, c'est « eh bien, continuons ». C'est-à-dire que la dernière phrase de ce film, c'est « à vendredi prochain ». Et vous voyez bien que ça se répète et que c'est infernal. Ça rend juste ma boule. Parce qu'à partir du moment où vous prenez l'habitude de satisfaire vos besoins de façon négative, eh bien, votre identité se rétrécit, votre système de moi s'appauvrit et vous devenez comme une espèce de pierre dure, granitique. C'est-à-dire, il y a un appauvrissement extrêmement puissant et dans la relation à l'autre, mais surtout dans la relation à soi-même. Ouais, je l'aime, ma femme. Ouais, je l'aime. N'empêche que c'est pas admissible. C'est pas admissible qu'elle arrive comme ça, en retard. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire de son besoin? Au lieu de dire « j'ai besoin que tu sois là, j'ai besoin que finalement on développe une relation d'intimité », eh ben, ce qu'il fait, c'est qu'il tape dessus. Quand on dit qu'il est important de faire du développement personnel, l'une des vocations du développement personnel, c'est extrêmement simple. C'est être présent à soi-même pour connaître ses besoins et puis découvrir des moyens sains de les satisfaire. Vous savez qu'en psychologie humaniste, on utilise souvent ce qu'on appelle la trilogie identitaire, prince, crapaud, masque. Ça a un gros avantage, ce modèle-là, parce que ce modèle présente une dynamique transformationnelle ou une dynamique de vie pour parler de l'identité. C'est comme si
Le prince arrivait sur terre, venant par la cigogne, et il est déposé sur terre, et il a 5 caractéristiques, le prince. La première caractéristique, c'est qu'il a des besoins. Combien d'entre nous s'imaginent que c'est interdit d'avoir des besoins ? Je ne vais pas faire radio moquette, c'est pas la peine, il suffit que j'aille voir chez moi. Et il y a plein de besoins qui sont interdits dans ma famille. Mais ce sont des besoins, ce ne sont pas des désirs. Alors vous savez quoi ? Quand on ne peut pas satisfaire ces besoins, vous maigrissez. Par exemple, le besoin d'alimentation. Ou vous nourrissez avec de la mauvaise nourriture. Vous voyez ? Donc la première caractéristique du prince, c'est d'être un être de besoin. Deuxième, un être de désir. Troisième, un être de ressources. Quatrième, un être de relation. Et cinquième, un être de créativité. Faire l'alliance des princes en psychologie humaniste, c'est se reconnaître soi-même comme un être de besoin, de désir, de ressources, de relations et de créativité, et aller chercher chez l'autre ces mêmes caractéristiques-là. Sauf que si vous commencez à vous amputer en développant des croyances limitantes comme « on ne peut pas satisfaire tous ces besoins », de toute façon, il y a des besoins qui sont superfétatoires. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez développer une espèce d'anémie. Cette anémie va s'appeler le crapaud blessé. Et ce crapaud blessé, comment il émerge ? Parce qu'on est tous confrontés aux 4 I de l'existence. Le premier, c'est qu'on découvre que très tôt, nous sommes inadéquates. Ben oui. Quand maman vous demande d'aller sur le pot, eh ben vous savez quoi ? Vous n'avez pas envie. Donc vous découvrez que vous êtes inadéquate. Ensuite, gros problème, c'est que la vie est très injuste. Oui. Pourquoi lui, il a ça et moi, je ne l'ai pas ? C'est pas forcément parce que la personne est envieuse ou dans l'envie, non. C'est qu'à même quantité de travail, il y en a qui poussent dans une terre arable et il y en a qui poussent au Sahara. Mais comment vous pouvez justifier cette injustice ? Moi, j'en sais rien. Donc, la confrontation à l'injustice, c'est pas juste parce qu'on est envieux, pas du tout. Le troisième I, c'est que la vie est imprévisible. J'utilise toujours le même exemple. Vous partez en vacances, vous avez 3 mômes, 4 mômes, 5 mômes. Vous avez une voiture pour partir en vacances 1 mois, pas pour partir 12 mois. Et vous mettez dans le coffre les valises. Et puis tout d'un coup, vous vous retournez, il n'y avait plus rien, et tout d'un coup, il y a à nouveau une valise. La vie est très imprévisible. Le départ en vacances est très imprévisible. Là, bien sûr, on rigole. Mais par moments, c'est vraiment pas prévisible. Et d'ailleurs, dans l'entreprise, ce qu'on essaye, c'est de supprimer l'imprévisibilité. Qu'on la vire. Comme ça, tout se passera bien. 4e I, des petits trous, toujours des petits trous, chantait Serge Gainsbourg. Et un jour, on me mettra dans le trou. Le poinçonneur des lilas, oui, nous rappelle que nous sommes mortels, qu'un jour, la situation est inéluctable. Ça va mal tourner. Si on se place juste du point de vue de la vie de notre corps. Pour notre corps, ça va mal tourner. Et donc, le développement, de nos crapauds, la structuration de nos croyances limitantes est directement issue de la confrontation à ces 4 I. Inadapté, imprévisible, inadéquate, imprévisible, injuste et inéluctable. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on ne peut pas toujours dire à tout le monde ces croyances limitantes, alors on met des masques. Et finalement, les relations toxiques, si nous ne faisons pas le travail de la transformation de notre intériorité face à ces 4 I, c'est-à-dire faire le travail des croyances limitantes, eh bien, les relations toxiques vont toujours, tôt ou tard, émerger. Autrement dit, pour qu'à un moment donné, les relations toxiques disparaissent, il faut que les 2 protagonistes fassent du travail de développement personnel pour revenir au fait, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes désirs, est-ce qu'il est possible d'établir une relation qui soit nourrissante ? L'analyse transactionnelle va parler d'une relation d'intimité et non pas une relation de jeu psychologique. Vous voyez ? Et donc ici, si on regarde bien, alors je vais voir si j'appuie sur le bon bouton, oui. La conclusion, c'est chacune des transactions sociales cache un besoin non satisfait, s'exprimant avec plus ou moins d'aigreur et autres piques. Je pense que la frangine, elle n'a pas envie d'être célibataire. Je pense que la frangine, elle n'aime pas ressembler ou avoir une voix qui ressemble à celle de sa mère. Et immanquablement, son frangin lui souligne ça. Et encore, ce n'est pas du soulignement, c'est carrément de la persécution. Et le deuxième point, c'est qu'à la fin,
Ça s'accompagne de signes de reconnaissance négatifs et se solde par des émotions délétères, c'est-à-dire des émotions qui vont amoindrir votre système immunitaire, qui vont amoindrir votre résilience, etc. C'est une saloperie, quoi. Et ça ne se soigne pas par le Roundup. Non. Parce que c'est pas fait pour ça. Allez, on continue. T'étais là depuis longtemps, toi? Alors maintenant, quelle est la structure d'un jeu psychologique? Alors, je vous propose ça. J'ai mis des heures à faire j'ai mis 2 ou 3 heures à faire cette slide. Vous allez voir, j'en suis très fier. Donc, je vous dis ça, manière de dire, j'espère que vous allez l'aimer. Voyez? Alors, en fait, on est dans la même situation que tout à l'heure. Et ce qui se passe, c'est qu'il y en a un qui crée un stimulus sous la forme de ce qu'on va appeler une invite symbiotique, ou plutôt un appât. Un appât comme quand vous pêchez. Et en fait, l'appât va s'appuyer sur le point faible de son interlocuteur, mais cet appât, il camoufle un besoin que la personne essaye de satisfaire. Donc je cherche à satisfaire un besoin sans en avoir conscience. C'est hors du champ de conscience clair, on l'a dit. Alors l'autre, comme l'accroche vient juste toucher un point fragile en moi, impossible de ne pas y répondre. Impossible. Donc je réponds à cette invite symbiotique, donc invite, réponse. Et puis après, et on n'en finit pas. Puis au bout d'un moment, celui qui a initié le jeu se dit « Pas très satisfaisant cette situation quand même, hein ? Pas satisfaisant. Moi, il y en avait balancé une invite symbiotique pour m'amuser et pour satisfaire mon besoin, mais vraiment, l'autre n'est pas un bon joueur, hein ? Ça va pas. » Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ce qu'on appelle un coup de théâtre. Et le coup de théâtre, c'est faire exploser le jeu. Et ce coup de théâtre, c'est véritablement de la dynamite. Et ce qu'il fait, c'est qu'il change de rôle. Et dès lors que l'autre change de rôle, vous allez voir, on va avoir quelques exemples, l'interlocuteur se dit « Ah mince, on n'est plus au même endroit dans la conversation. » Donc ce que ça génère, c'est un moment de confusion. D'accord ? Et ce moment de confusion, une fois confusion cognitive et confusion émotionnelle, qu'est-ce qui se passe après ? Récupération, des signes de reconnaissance négatifs, soit conditionnel sur ce que je fais, soit inconditionnel sur ce que je suis. Toute ressemblance avec des petites histoires que vous auriez pu rencontrer n'est pas un hasard. C'est-à-dire, je prends énormément de plaisir à faire cette conférence parce que dans ma famille, je ne dirais pas qu'on est des champions du monde. Non, on est juste médaille de bronze. Mais on est sur le podium, ça c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, je vais vous donner un petit exemple. Mais là, vous allez voir, on va décrypter les transactions. Finalement, reprends une petite suce, s'il te plaît. Finalement, une petite suce, s'il te plaît. Faut pas que j'hésite à boire le vendredi, moi. Faut pas hésiter à boire le vendredi. Et toi, c'est pareil, c'est un peu plus féminine, ça te ferait pas de mal. Hein. Ouais. Je viendrai en jupette la prochaine fois. Tu parles comme un homme. Tu bois comme un homme, ça ressemble à quoi, ça, franchement? Pas comme ça que tu vas trouver quelqu'un, je te le dis tout de suite. Hein. Et moi, c'est pour ton bien que je te dis ça. Hein. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Hein. Tu sais, t'as 30 ans, t'as beaucoup de temps à perdre, hein, je te signale. C'est Merci, gentil. Henri. Hein. Mais pas de quoi? Si. Mais si, parce que je pense que ça va beaucoup me servir. J'avais besoin de quelque chose de pas compliqué, qui me remette sur la bonne voie, t'as trouvé exactement ce qu'il fallait dire. Hein. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Eh ben, moi, je croyais qu'il en fallait du vinaigre. Tu mets beaucoup, hein. C'est incroyable, ce qu'un simple dicton peut faciliter la vie. Tu dis toujours que tu veux pas qu'on te prenne pour un imbécile, Henri. Ouais. Faut faire des efforts, toi aussi, de ton côté. Et ping. Elle se faisait persécuter, elle persécutait. T'as compris quelque chose, ça? Ben oui, tout. T'es vexé? Vous voyez? Et ça se passe à toute vitesse. Hein. Là, on le fait au ralenti. Et puis, bon, Agnès Jaoui, c'est quand même la fille de Giza Jaoui, qui était une transactionnaliste
hors pair, et donc elle a été à bonne école. Mais toutes ces pièces de théâtre avec Jean-Pierre Bacry, c'est toujours ça. C'est-à-dire ça repose toujours sur des relations qui sont toxiques, avec une impossibilité à la fin de s'en sortir. Impossibilité. Et celui qui manifeste cette impossibilité dans la plupart des films d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, c'est Jean-Pierre Bacry. Et je ne sais pas si vous avez remarqué la prosodie ou la tonalité d'Agnès Jaoui, la sœur, qui change carrément de ton et qui dit tu voudrais qu'on ne prenne pas pour un con. Vous voyez bien que c'est plus du tout la même personne, c'est pas la même partie de personnalité qui s'exprime. On change et clac, il y a eu un changement de rôle. Et à ce moment-là, l'autre dit « Mais non, c'était moi le persécuteur et toi la victime, et maintenant tu viens te mettre à la place du persécuteur. Je ne comprends plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais que fait la police ?» Vous voyez? Et donc, dans ces cas-là, on va toujours aller chercher de l'aide dans le public qui regarde. Il faut que tu prennes position, mon vieux. T'es d'accord avec moi? Ah non, moi je veux pas prendre position, non. Tu parles, tu prends de facto par ta présence position. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que les spectateurs créent une caisse de résonance qui fait qu'on n'y arrive pas. Alors, vous inquiétez pas. Finalement... Voilà. On va regarder, je dis vous inquiétez pas parce qu'on peut s'en sortir. Ce sera pour la prochaine conférence. Oh le salaud. Ah oui, une petite histoire très bonne. Vous savez quel est le comble de la frustration? Eh bien, je vous le dirai demain. Alors, en fait, Steve Karpman a créé justement ce triangle dramatique et vous voyez, première confusion qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il y a effectivement 3 rôles, mais il n'y a que 2 joueurs. Autrement dit, il y a d'un côté le persécuteur et de l'autre côté le sauveteur, mais celui qui tire les ficelles, c'est la victime. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, Steve Karpman a mis son triangle dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est comme si la victime tirait les fils de l'histoire. Et donc, il y a bien 3 rôles, mais il y a 2 paires de personnages. C'est-à-dire le persécuteur et la victime, ou alors le sauveteur et la victime. Mais vous ne trouverez pas dans les jeux psychologiques ou les manipulations un persécuteur qui va chercher un sauveteur. Ça n'existe pas. Et c'est vraiment important de le comprendre. Alors, quelques messages clés autour de ce triangle dramatique. Le premier, c'est celui que je viens de vous dire. Il y a 3 rôles, mais il n'y a que 2 acteurs. S'il y a un 3e acteur, c'est le public. Et le public va jouer le rôle de la caisse de résonance. Donc, plus il y a du monde, plus ça va faire, excusez-moi mesdames, frissonner les ovaires. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a de l'adrénaline, ça monte, c'est vrai, c'est chouette. Et donc, en fait, quand les gens s'engueulent, on aime bien ça parce qu'au moins, ça nous occupe. Mais au bout d'un moment, vous ne pouvez plus supporter ça. Donc, premier message, il y a 3 rôles, mais il n'y a que 2 paires de comédiens. Deuxième message clé, c'est que pour qu'il y ait un persécuteur et une victime, il faut que le persécuteur croie qu'il a la possibilité de faire souffrir la victime et que la victime, simultanément, croit que le persécuteur peut lui faire du mal. Je le redis parce que ce n'est pas facile à avaler. S'il y a une relation persécuteur-victime, ça veut dire qu'en fait, nous reposons cette relation sur 2 mythes. Moi, en tant que persécuteur, j'ai le pouvoir de te faire du mal. Toi, en tant que victime, ou moi, en tant que victime, je reconnais que tu as la possibilité de me faire du mal. Et de la même manière, s'il y a un sauveteur et une victime, on va retrouver aussi ces 2 mythes. Tu as la possibilité de me faire du bien, ou j'ai la possibilité de te faire du bien, ou de te faire sentir bien. Vous voyez, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de relation symbiotique sans nous, ou de relation toxique sans nous. Ça, c'est très important. D'accord? Donc ça, c'était le 2e message, la notion de mythe. Le 3e message, c'est si, dans le comportement, c'est-à-dire socialement, on est dans un des rôles, eh bien, psychologiquement, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, on est dans les 3.
c'est terrible. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de relation triangulaire ou fondée sur ce triangle dramatique de Karpman que parce que, à l'intérieur de nous, nous sommes persécuteurs, nous sommes victimes, nous sommes sauveteurs. Vous voyez ? Ça ne peut pas se faire sans ça. Les personnes qui ont une hygiène très saine de leur vie intérieure ne seront pas pris dans les filets d'une relation toxique. Alors, je vous rassure, moi le premier, on met toujours ici ou là des relations toxiques. Et puis, avec le temps qui passe, soit on s'aigrit, soit on dit « plus jamais ça ». Et donc, on essaye de s'en sortir. Vous voyez ? L'autre message qui va être important, c'est que le fait qu'il y ait des relations toxiques vient du fait que les deux protagonistes, persécuteur-victime ou sauveteur-victime, ont besoin de l'autre pour se sentir complet. Les deux protagonistes ont besoin de l'autre pour se sentir complet. C'est-à-dire, toi plus moi dans la relation toxique égale 1. Mais en tout cas, pas égal à plus de 2. Parce que vous savez, on dit l'amour, il y a toi, il y a moi, et puis il y a l'amour. Toi plus moi, ça fait 3. Ouais, bah parfois les relations, toi plus moi, ça fait même moins que 1. Vous voyez ? Une relation symbiotique, c'est une relation où toi plus moi égale 1, alors que, à minima, toi plus moi, c'est égal à 2. Hein. À minima. Et donc, dès lors qu'il y a des relations toxiques, ça veut dire qu'il y a cette croyance. C'est je ne suis pas complet et j'ai besoin de toi pour être complet. Et donc, tu es ma moitié, ou mon quart, ou mes 3/4, ou que sais-je. Là, vous prenez les chiffres que vous voulez. Alors, aussi, ce que dit ce triangle, c'est que, puisque le jeu commence par une invite symbiotique, viens chez moi, j'habite chez une copine, viens là, aie confiance, dit K dans le livre de la jungle. Aie confiance, vous voyez ? Alors, on va s'apercevoir que la relation toxique commence toujours par une invite. Et alors, vous avez des invites persécutrices, des invites de sauvetage et des invites de victimes. Alors, une invite de victime, ça me fait tellement plaisir que tu sois là. Oh, qu'est-ce que tu m'as manqué. Oui, maman. Une autre, c'est oh, je ne pourrais pas y arriver tout seul. Non, vraiment, je ne pourrais pas y arriver tout seul. Une autre encore. Dès que je touche un ordinateur, ça y est, il est cassé. C'est bien simple. La technologie et moi, ça fait 1 et la technologie, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voyez, ça, ce sont des invites de... Au lieu de dire, est-ce que tu peux m'aider à brancher mon ordinateur avec mon imprimante, etc., parce que je n'arrive pas à imprimer, c'est Voilà, ça donne ça. Alors, vous mettez le texte que vous voulez derrière, c'est pas grave. Alors maintenant, une invite persécutrice. Moi, je serais toi. Je ne ferais pas comme ça. Hein. Je te l'ai déjà dit 100 fois. Arrête de prétendre, d'accord ? Hein ? Tu t'es encore ridiculisé. Mais tu as vu comment t'es facoté ? Vous voyez ? Ding, ding, ding. C'est viens chez moi, viens chez moi. Pour peu que la personne reconnaisse effectivement qu'elle est mal fagotée. Vous voyez ce que ça veut dire ? C'est... Mais t'as vu, toi aussi, t'es nul. Et ding, 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 ding. Ça fait tout le temps ça. Vous voyez ? Donc ça, c'est une invite qui est plutôt persécutrice. Invite sauveteur ou invite de sauvetage. Non, laisse. Je vais le faire. Non, te dérange pas. Te dérange pas. Non, je préfère le faire parce que comme ça, ce sera bien fait. Et là, vous voyez le truc... Non, vous n'êtes pas obligé de partir avec une rage dedans en disant « Oh, purée, qu'est-ce que ça fait mal ?» Non, c'est juste pour rire que je dis ça. Hein. C'est pour rire, mais je le fais très bien. Ou un peu plus carnassier. Ça fait longtemps que tu t'amuses à ça ? Non, parce que je ne voudrais pas dire, hein. Mais manifestement, il n'y a pas la lumière à tous les étages. Hein. Bam !
Alors bien sûr, ça fait rire, mais quand c'est dans l'entreprise, c'est beaucoup plus subtil, c'est moins grossier, et ça fait le même résultat. Hein. D'accord ? Donc, on a vu pas mal de choses. Allez, on va aller un petit peu plus loin. Et on va regarder très rapidement le fait que le triangle, il y a toujours un triangle social et un triangle psychologique. Le triangle social, c'est le triangle qui se voit. Et vous voyez, le PSV, persécuteur, sauveteur, victime, est à l'extérieur du triangle. D'accord ? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le premier ici qui est visible correspond au niveau social, mais celui qui est à l'intérieur, ici, vous voyez le P, le V et le S, à l'intérieur du triangle, c'est justement les postures intérieures de persécuteurs, de sauveteurs, de victimes au niveau psychologique. Et donc, il ne peut pas y avoir de comportement social ou de relation toxique sociale s'il n'y a pas une relation toxique à l'intérieur. Donc, message social, message psychologique, maintenant, vous allez bien, vous savez ce qu'il y a. Donc ici, ce que je voulais vous dire, c'est que le PSV, et ça c'est une nouveauté des inventions de Steve Karpman, qui est un génial inventeur, il dit en fait, dans tout triangle, le PSV à l'intérieur traduit l'intériorité de la personne, le PSV à l'extérieur traduit le comportement visible. Et ce qu'il dit, c'est qu'il va plus loin, c'est qu'il y a effectivement un comportement social, il y a un rapport psychologique qu'on entretient avec soi-même qui est généralement préconscient, pas complètement conscient, mais pas complètement inconscient non plus. Si on gratte un peu, si on fait un petit peu de développement de conscience, hop, on va s'en rendre compte. Mais il y a un niveau beaucoup plus profond qu'il appelle le scénario. Et ça, c'est au niveau inconscient, si vous voulez. Et donc, vous vous apercevez qu'on a des systèmes de poupées-gigognes qui sont formidablement ressemblants aux pavés autobloquants de nos cours intérieurs. C'est-à-dire en fait que quand vous mettez un pavé à l'extérieur, vous avez le pavé correspondant à l'intérieur jusqu'à une profondeur, si vous voulez, scénarique, qui fait que c'est pas si simple de changer juste le comportement extérieur, parce qu'il va falloir changer le rapport à soi, voire même aller chercher à l'intérieur de soi des choses qui sont hors de notre champ de conscience, c'est-à-dire l'inconscient. D'accord ? Donc, ce n'est pas si simple, finalement, de changer les relations toxiques. Ce n'est pas si simple. Alors, je voudrais vous montrer maintenant des exemples simples de changement de rôle. Alors, on a donc le PSV, et vous avez la transaction qui est mise par M. Vert vers le sauveteur de M. Bleu. Et il lui dit, « Sans toi, je n'y arriverai pas. » Or, quel est le point faible du sauveteur ici ? C'est son besoin de reconnaissance, par exemple, de son pouvoir, de sa puissance, etc. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que l'autre ne va pas pouvoir s'en empêcher. Tu as du potentiel, je te prends sous mon aile. Et là, ce qui se passe, c'est que la victime vient chercher le sauveteur qui va se mettre en quatre pour aider effectivement la victime. Mais pourquoi le fait-il ? Parce qu'il pense que comme ça, il va pouvoir satisfaire son besoin de reconnaissance de sa puissance. Mais ce n'est pas forcément ce besoin-là qu'il a. Ça peut être ça, mais autre chose aussi. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, il y a une escalade, et puis la victime dit « Tu m'en as pas donné assez, hein ? Tu m'en as pas donné assez ! T'es peut-être un très bon prof, hein ? Mais... tes slides, elles ne sont pas en couleur. C'était très bien ta conférence, hein, mais tu ne nous as pas envoyé le PowerPoint. Et là, je peux vous dire que vous vous mettez en cadre pour être reconnu, pour dire « Ah, Jérôme, il est intelligent, il est cultivé, tout ça. » Puis à la fin, c'est « Mais ce n'était pas encore assez. » Bon, j'essaye de faire un peu de travail thérapeutique sur moi pour essayer d'éviter ce genre de jeu. Mais néanmoins, moi j'aime bien être là, hein. J'aime bien faire le guignol. Mais dans ma famille, on a tous eu envie de faire du théâtre. Sauf que quand on est chrétien, vous finissez la phrase ? Ou je la finis moi-même ? Il ne faut pas se mettre en avant. Alors comment vous faites ? J'ai un besoin de faire le guignol
parce que bien sûr les gens me regardent. C'est un besoin ou c'est un désir? Désir, on va peut-être essayer de l'éliminer. Puis au bout d'un moment, c'est un véritable besoin, ne serait-ce que pour développer votre estime de vous-même. Et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je me suis dit, celui-là, il ne faut pas que je le loupe. J'ai reçu un mail de quelqu'un qui a dit « J'en ai ras-le-bol que tu communiques sur notre réseau avec toutes ces offres commerciales. » Et donc, il se trouve que la personne qui écrivait était dans ma promo il y a plus de 20 ans. Enfin non, il y a 20 ans, c'était en 99. Il était dans ma promo de formation au coaching. Et donc je me suis dit, ouf, ça fait mal. Or, c'est venu exactement toucher un point faible chez moi, qui est que mon père me disait, ne te mets pas en avant. Ah. Et donc comment je fais? Je m'écrase? Ah oui, c'est pas bien. Ou alors, je lui fais un bras d'honneur, disant « Fais chier, je t'emmerde ». Ou alors, j'essaye de dire « Ah, point faible, qu'est-ce que je peux faire? J'ai besoin d'être restauré. » Je me tourne vers Cécile, qui n'est pas là, mais qui s'est beaucoup occupée. C'est elle qui organise toutes les conférences. Moi, je parle dans le micro, mais elle fait tout derrière. Elle pédale, vous savez, comme les canards, vachement vite en dessous. Et donc, Cécile prépare tout, et je lui dis « Je viens de recevoir ce mail ». Elle me dit « Moi aussi, moi, ça me fait marrer ». Et là, j'ai dit, ah oui, mais toi, tu n'as pas le même point faible que moi. Et donc, j'ai travaillé en disant, comment je peux satisfaire mon besoin positivement, au lieu de reprocher à l'autre qui vient m'alpaguer à un endroit qui n'est pas très confortable pour moi. Vous voyez? À chaque fois, ça se refait. Il faut que je refasse le dialogue intérieur. Et si vous n'avez pas développé ce que j'appelle une communauté de soutien qui va précisément être là pour vous faire les massages sur les courbatures au niveau des épaules, eh bien, vous tombez dans le panneau. Et Cécile m'a répondu, de toute façon, il est prévu que cette conférence soit mise sur YouTube. Pourquoi? Tout simplement parce que quand je fais ces conférences, à un moment donné, il faut que ça essaime. Et donc, elle m'a dit, je la tiens, ma réponse. Je la tiens. En fait, il faut que les gens sachent qu'il y a ça pour que ça ait de la valeur quand on le donne au grand public. Vous voyez? Et donc, moi, ça m'a restauré. Et je me suis dit, c'est bien, il ne faut pas que je regarde le trou que ce mail a fait en moi, parce que sinon, je risque de tomber dedans. Il faut que je regarde ailleurs. Mais n'empêche que j'avais une communauté de soutien qui pouvait m'aider. Sachez qu'il ne peut pas y avoir de relation toxique si vous n'avez pas de point faible. Ce n'est pas possible. Et l'autre a un talent, mais inné. Mais je ne sais pas comment il fait pour trouver le truc, le poil de grenouille près qui vous fait mal. Et là, il dit, t'as vu que t'as un poireau, là? Hein? T'as vu? C'est la tache sur le manteau d'Hermine. Vous avez un manteau tout blanc, puis il y a une tache, on ne voit que ça. Mais comment font les persécuteurs pour voir justement la seule tache qu'il y a sur mon manteau? Je croyais qu'il n'était pas blanc. Eh bien si. Vous voyez comment ça se joue? Allez, on continue. Tout ça, ça génère un moment de confusion. Et le moment de confusion, on peut dire voilà ce qui s'est passé avec ce mail. C'est quand même formidable d'avoir juste 2 heures avant la conférence un croche-pied comme ça. Je me dis, celui-là, il faut que je le remercie. Je ne l'embrasserai pas sur la bouche, mais il faut quand même que je le remercie. Autrement dit, celui qui vient vous chercher est finalement le miroir qui vous donne à voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. À partir du moment où vous l'avez circonscrit comme une plaie, vous pouvez développer une communauté de soutien, répondre positivement à vos besoins, lequel, ça c'est à vous à trouver, traverser toute votre... faire la spéléologie de vos émotions, les émotions parasites, pour atteindre l'émotion vraie, pour identifier votre vrai désir, votre vrai besoin, et remonter à la surface en disant « Ok, je vais satisfaire ce vrai besoin ». Et donc, toutes les personnes qui sont persécutrices ou qui sont sauveteuses vis-à-vis de vous sont en fait des malédictions. Mais bon, il n'y a que vous qui puissiez le dire. Parce que alors là, c'est « Non, mais tu verras, quand tu seras sorti de ce problème, tu pourras dire qu'il y avait un cadeau caché. Tu veux mon poing dans la gueule ?»
Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous accompagnez quelqu'un qui est dans une relation toxique, ne bouffez pas sur sa carte de crédit. C'est-à-dire, ne lui dites pas, mais tu verras, il y a un cadeau caché dans toutes ces relations. Quand ça fait mal, ça fait mal. Asseyez-vous à côté de la personne et souffrez avec. C'est-à-dire, développer de la compréhension, développer du réconfort, développer tout ça. Et quand je dis ça, je ne le dis pas pour ceux qui vous emmerdent. Je le dis pour votre triangle psychologique à l'intérieur de vous. Comment prenez-vous soin de vous ? Je ne vous demande pas d'aller convertir le triangle comportemental de l'autre. Je vous suggère simplement de revenir à vous en disant « Mais quel est mon besoin ? Quel est mon désir ? Quelle est ma ressource ? Quelles sont mes créativités, mes lieux de créativité ? Comment j'établis des relations qui sont nourrissantes ?» Vous voyez, dès lors que vous vous posez ces questions, ce qui se passe, c'est que vous vous mettez en lien avec votre prince. Et ce qui se passe, c'est que la trilogie prince, crapaud, masque peut s'apparenter à un quantum énergétique de 100. Comment vous allez utiliser ces 100%? Alors, il y a une bonne nouvelle. L'observation clinique dit que le masque plus le crapaud a une énergie toujours inférieure au prince potentiellement. C'est bon pour le moral. C'est-à-dire que dès lors que vous commencez à vous rencontrer, vous allez créer les conditions pour que l'énergie positive fasse fondre le crapaud et fasse aussi descendre les masques. Mais quand vous ne connaissez pas votre prince, comment vous faites? Quand vous connaissez que votre crapaud ou que vos masques, comment vous faites? Vous faites au mieux. Allez, celui-là, je l'aime bien. Ça m'a fait drôle d'acheter de la viande. J'ai l'impression que j'en ai pas acheté depuis des années. Tu vas te régaler. Tu sais, j'ai été l'acheter chez le boucher que tu aimes. Je vais faire. Merci. Alors, tu es content d'être venu? Ouais. Tu dis rien. Je sais pas. C'était bien, quoi. Raconte. Mais moi, je suis resté 1 an là-bas. Justement, je t'ai plus vu depuis 1 an et t'as rien à me dire. Allez, arrête, mon. Je suis content de te revoir. Vous direz pas. Vous voyez, c'est que quand on est pris dans un jeu, il faut une certaine volonté pour dire « j'arrête ça ». Et comme elle a été frustrée, la maman, elle dit « mais tu vas me le payer ? Parce que ça fait quand même longtemps que je t'attends. » Et là, comme dans les taxis, le compteur tourne. Et donc, vous voyez comment c'est... Et pourtant, la transaction est magnifique. « Oh, écoute, maman, ça me fait plaisir de te voir. » C'est ce qu'elle attend depuis le début. Mais ça arrive trop tard. En fait, ça n'arrive pas trop tard, parce que même si c'était arrivé dès le début, ce serait toujours arrivé trop tard. Pourquoi ? Parce que cette femme ne veut potentiellement pas changer les relations qu'elle entretient avec son fils. Vous voyez, c'est ça qui est terrible. C'est que quand il y a un jeu, il y a 2 joueurs. Et s'il y a 2 joueurs, pour que le jeu s'arrête, il suffit qu'il y en ait un. Mais souvent, on attend de l'autre que les 2 changent. Barrez-vous. Ne vous mettez pas en tête de changer l'autre. Mettez-vous en tête de répondre à votre besoin. Allez, je vous en mets une deuxième qui est encore plus drôle. C'est parti. T'en fais pas, ça roule. On sera à l'aéroport dans un quart d'heure. Je suis contente de t'avoir vu un petit peu.
Même si c'était court. Alors tu veux toujours pas me dire pourquoi tu n'es revenu qu'une journée? On peut se parler quand même. Toi, t'es pas content de me voir? Ta gueule! Putain, maman! Ta gueule! Voilà. Si vous voulez, j'ai pas pu la laisser passer celle-là. Elle est quand même extraordinaire. Hein. Elle est extraordinaire. Si vous voulez, il n'y a pas besoin de chercher. Il n'y a pas besoin de chercher des exemples ailleurs que dans les films, quoi. Puisque les films nous ressemblent. C'est formidable. Et là, je dois dire, celui-là, je l'adore. Je l'adore. Voilà. Alors, je vais vous donner 3 pièges qu'on appelle les triangles pièges. Le premier de ce triangle piège, si vous voulez, c'est on va faire copain-coquin. Ça reste entre nous, hein. Je te le dis, mais je te le dis qu'à toi. Hein. Tu le dis pas aux autres. Hein. Alors ça, je peux vous dire que c'est une invite côté sauvetage où on développe apparemment de la connivence ou de la complicité, mais c'est d'une complicité odieuse, si vous voulez. C'est une complicité qui se met nous contre les autres. Ça, c'est un premier piège. Le deuxième piège, il est plutôt côté persécuteur. Alors, côté persécuteur, c'est, je te préviens, que les choses soient bien claires entre nous. Hein. Si tu en parles, ça va mal tourner pour ton matricule. Donc, ça commence par, allez, je te le dis, mais ça reste entre nous. Puis après, je compte sur toi. Hein. Je compte sur toi. Vous voyez? La cling-cling. Le mec, ou la pauvre victime, là, il dit « Eh ben, je suis rhabillé pour l'hiver. J'ai ceinture et bretelles. » Et alors, ce qui est terrible pour les enfants, c'est quand les parents se mettent d'accord entre eux, en disant « Mais sans nous, tu ne pourras pas t'en sortir. » C'est-à-dire que le persécuteur et le sauveteur s'allient contre la victime. Ça fait très mal, ça. Hein. Alors, je vais vous en donner quelques autres aussi. C'est-à-dire que ce qu'on peut regarder, et Steve Karpman est génial là-dedans, il dit en fait, les changements de rôle, ça tourne dans un sens ou ça tourne dans l'autre sens. Dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est ce qu'on appelle le changement de rôle ou le switch de la violence. Alors, regardez ce qui se passe. Vous voyez, la personne, en fait, intérieurement, ne se reconnaît pas victime. Ça, c'est le point de départ. C'est-à-dire que la personne elle-même se regarde avec une certaine forme de persécution et ne se reconnaît pas victime. Donc elle est victime à l'intérieur, mais elle l'ignore. Et donc ça monte en pression, ça monte en énergie. Et donc tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il explose. Et il explose avec déplacement. C'est-à-dire, alors qu'il est très en colère contre une personne, il engueule ses enfants. Il engueule son conjoint. Il donne un coup de pied dans la poubelle. Il se fait mal aux pieds. Il est obligé d'avoir maintenant une attelle parce qu'il s'est pété trois orteils. Ça, c'est typiquement, vous voyez, ça augmente. Et puis, à un moment donné, comme il a déchiré les rideaux, cassé la vaisselle, bousillé la relation avec son conjoint ou sa conjointe, qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter des fleurs. Et il se confond en excuses. Et ce qu'il fait en plus, c'est qu'il va promettre que ça ne se reproduira pas. Mais pour que ça ne se reproduise pas, il faut que lui-même se soit reconnu victime et qu'il ait traité ses besoins, voire ses blessures. Manque de bol. On se retrouve à la position 1 de départ, parce que vous voyez, là, j'ai décrit le PSV ou le VPS, puisque ça tourne dans ce sens-là, comportemental, c'est-à-dire social. Il faudrait qu'il traite le VPS à l'intérieur de lui pour que ça ne se reproduise pas. Autrement dit, c'est un changement paradigmatique majeur. C'est un traitement des croyances limitantes. C'est éventuellement de la thérapie pour guérir ce qui est souffrant et qui continue à suinter du pu à l'intérieur et qui crée toutes les conditions pour que ça se passe mal. Alors, je vais vous donner le deuxième triangle. C'est-à-dire, le switch passe dans l'autre côté. Ça, c'est ce qu'on appelle le switch de l'addiction. Vous voyez, on part de victime. Exactement la même situation. La personne ne se reconnaît pas victime à l'intérieur d'elle-même. Et donc, elle va
user de comportements compensatoires. Alors je vais les citer en bref, et nous les avons tous. La nourriture. C'est-à-dire que je vais manger pour calmer la tension intérieure qui n'est pas regardée comme une vraie souffrance. Et donc je me sauve en mangeant. Et puis après, on va faire des régimes. On va faire des régimes. Il faut que ça change. Et donc on se persécute. Et on recommence et on exacerbe le sentiment d'être une victime. Qui fait que, hop, après la nourriture, on va jouer. Ah, ça me fait tellement de bien de jouer. Et puis après, on est ruiné. Donc la situation est persécutante. Et donc, on revient en position de victime. Une troisième, juste pour la route. On est victime. Et tout d'un coup, une envie irrésistible de séduction. Je ne peux pas m'en empêcher. Et donc, on prend de la drogue, on prend du sexe, on prend pour enfin calmer la souffrance qu'il y a à l'intérieur. Et si vous consommez de la drogue, vous savez quoi? Les flics, vous tombez sur le paletot, c'est sûr, ils vont vous trouver. Et vous allez finir en tôle. Et donc, socialement, vous serez bien une victime. Et ça recommence. Dans le sens des aiguilles d'une montre, triangle de la violence. Dans le sens inverse, triangle de l'addiction. Tout va bien. Allez, on continue encore un petit coup. Le vrai joueur. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Le vrai joueur, lui, n'a absolument pas l'intention d'arrêter les choses. Tu peux me rappeler ton prénom? Je disais tout à l'heure en introduction, j'en ai trouvé un vrai joueur, je me suis fait manipuler et manu militari, j'ai été viré. Le vrai joueur, celui-là, prenez vos jambes à votre cou et barrez-vous. Parce que le vrai joueur n'a pas du tout l'intention d'arrêter le jeu toxique. Mais alors pas du tout. Et donc, la façon dont il s'y prend, ça vous le voyez, il passe son temps à changer de rôle. Un coup il est victime, un coup il est persécuteur, un coup il est sauveteur, tac, 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 tac. Je vous rappelle que le switch, ou le changement de rôle, va générer une confusion cognitive et émotionnelle. Donc, bam, vous allez vous retrouver par terre. Vous voyez, c'est ça. Le vrai joueur passe son temps à changer de rôle pour générer et entretenir la confusion cognitive et émotionnelle. Toujours jouer à ça. D'accord? Mais en fait, il ne veut pas résoudre le problème. Mais je vous pose la question. Mais quel est le problème? Eh bien, il y en a deux. Un, je n'identifie pas mes besoins et je ne sais pas les satisfaire. Deux, je suis dans une relation symbiotique avec l'autre en imaginant, sans en être conscient, que c'est l'autre qui va satisfaire mes besoins, de façon négative de préférence, parce que j'ai la croyance que je ne peux pas satisfaire positivement mes besoins. Donc vous voyez bien qu'un vrai joueur, ça n'a pas du tout l'intention de faire du travail personnel, puisque le problème c'est vous. Le problème c'est vous. J'espère que vous en êtes convaincus, merde! Oula, ça donne ça, hein? J'exagère à peine, n'est-ce pas? J'exagère à peine. Et donc, en fait, vous savez, Steve Cartman, il est génial parce qu'il a toujours plein d'acronymes. Et alors, il dit, méfiez-vous des 3B du vrai joueur. Alors, les 3B du vrai joueur, ça sonne pas bien en français, mais je vais quand même vous le faire en anglais parce que c'est bitching, billing, bugging. Alors, bitching, c'est dire du mal des autres. Billing, c'est te faire payer, et tu vas payer très cher. Et bugging, c'est tout faire foirer. Donc, dès lors que vous essayez de sortir des griffes d'un vrai manipulateur, repérez les 3B. Est-ce qu'il dit du mal de l'autre? Il passe son temps à dire du mal de l'autre, non? Est-ce qu'il vous fait payer, billing, après bitching? Et est-ce qu'il vous fait tout foirer? Il vous fait toujours tout foirer quand vous essayez de sortir du jeu. C'est pénible. Au début, je trouvais ça drôle. Maintenant, je craque un petit peu, comme disait Roland McDan, à l'époque d'un vieux sketch des années 70,
début des années 80, une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc c'est formidable. Alors regardez, je vais vous donner aussi 2 grilles qui sont formidables et qui permettent d'identifier le fait que vous avez un joueur en face de vous. L'objectif de celui qui met une communication évasive, son objectif, c'est de ne pas rentrer dans la relation, c'est d'éviter la relation authentique pour maintenir la situation délicate en l'état. Et c'est un cas d'école. Je dis cas parce que cas en anglais, ça se dit case. Purée, je suis fluent. Et donc, en fait, on va se rendre compte qu'il a 4 manières de discuter avec vous. La première, c'est qu'il est condescendant. Mais tu es qui pour me parler ? Hein ? Tu es qui ? Soyons sérieux. En fait, il vous met à distance. Vous savez, il y a des profs qui sont comme ça. Il y a des curés aussi qui sont comme ça. Je les ai pas mal fréquentés. Ensuite, il y a le côté abrupt. Alors, le côté abrupt, c'est... vous discutez, et puis tout d'un coup, il dit « Tu fais chier !» et il se barre. Et là, vous vous retrouvez comme 2 ronds de flanc en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Je comprends pas. » La relation est littéralement coupée. Et puis, il peut arriver même qu'il explose littéralement. Vous avez dit quelque chose, là, manifestement, vous avez touché un point sensible, et là, tout d'un coup, et vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le point suivant, c'est, il parle en retenant l'information dont vous avez besoin. Toute ressemblance avec des personnes dans l'entreprise ne serait pas un pur hasard. C'est-à-dire, elles maintiennent toujours dans le secret l'info dont vous avez besoin pour arriver à sortir le système du traumatisme ou du problème qu'ils rencontrent. Et puis, la 4e manière, c'est « Oui, bon, on en reparlera ». Ou alors, la personne passe son temps à changer de sujet. Alors là, quand vous avez un cas d'école comme ça, vous savez que ça ne va pas être facile. Alors, la 2e grille, c'est une grille qui n'est pas sur la communication finalement évasive, mais qui est sur une communication intrusive. Et là, les lettres, c'est ERA. Alors, le premier E, c'est le type qui est tout le temps super content. Ah, ça me fait vachement content. Je suis vachement content de te voir. C'est super top. Il n'y a pas de relation, si vous voulez. Ça fait ça. Et donc, en fait, la personne passe son temps à vous rentrer dans le lard. Mais c'est chouette, quoi. Hein? Give me 5. J'ai habité 4 ans aux États-Unis et je peux vous dire que la communication américaine est assez excentrique de ce côté-là. Oh, I'm so happy to see you. It's been such a long time. I haven't seen you. Ah, c'est oh. Donc ça vous rentre dans le lard, quoi. C'est bon, d'accord. Alors ensuite, c'est rigide. Je veux que tu me donnes une réponse avant demain. Que les choses soient claires, merde. L'enjeu, si vous voulez, c'est de résoudre le plus rapidement possible le problème. Allez, on se dépêche. Et puis, il y a l'agaçant. C'est qui dit, il vient gratter. T'as vu que ta montre, elle retarde. T'as vu que... Ça fait ça, quoi, non ? Voilà. Ça, quand vous avez des communications, des cas d'école comme ça, ou des communications de type ERA, eh ben c'est très, très difficile de s'en sortir. Mais repérez-les. C'est facile, hein ? Vous aurez les slides. Vous n'aurez plus de raison de ne pas savoir vous en sortir, ou au moins de les identifier. Allez, je vous le montre parce que celui-là, il vaut son pesant de cacahuètes. Ta meilleure mine. Ta meilleure mine. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Je veux divorcer. Tu m'aimes ? Oui. Bon, et ben voilà, c'est réglé. L'addition. Non, c'est pas réglé. Quoi ? Et le problème, c'est ni toi ni moi, le problème, c'est nous deux ensemble. La relation.
C'est une chanson de Cabrel, ça, non? Tu cherches quoi exactement? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Vivre sans toi, ne plus te voir. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux. Personne fera de Mais crise, c'est il n'y aura toi pas de larmes. qui il y as aura- déjà- Tu es tellement Tu te mieux. rappelles quand même que c'est toi qui es venu me chercher? Moi, je suis venue te chercher. T'as bien vu que j'étais un mec avec des potes, avec des bouteilles, tu m'as vu. Tu m'as calculé quand même. T'es une avocate. C'est pas comme si t'avais trouvé un mec dans une bibliothèque. Ouais. On quitte les gens pour la même raison. Exactement, chose exactement. pour laquelle c'est ils nous ont exactement ce que je attirés pense. en premier lieu. Exactement. Et c'est pour ces raisons-là précisément. D'accord. Donc ça veut dire que le prochain va t'attirer pour une raison et tu vas le quitter encore une fois. Tu sais, il y a un moment, il faut construire, hein. Mais on construit rien. Ah bon? Non, on se détruit, c'est tout. Pas toi. Pas moi. Pas toi, parce que rien ne t'atteint. Et puis de toute façon... La pudeur, t'as entendu parler? Quand on aime, on souffre. Ouais, ouais. C'est pas facile. Mais toi, tu souffres pas beaucoup. Mais qu'est-ce que t'en sais? Putain, mais arrête un peu de me dire ce que je ressens, tu me fais chier, quoi, c'est vrai. C'est quoi ce truc, là? Qu'est-ce qu'il faut que je te dise? Faut que je me mette à chialer toutes les 2 minutes? Qu'est-ce que tu sais de ce que je ressens? Il faut que je sois extérieur pour que... Il faut quoi? Tu t'es battu, toi? Oui. Non. Ouais. Pas une seconde. Toi, se battre, c'est quoi? C'est pousser des cris, avoir du son partout, etc. Moi, c'est pas comme ça que je me bats, c'est tout. Je me démerde pour que tu puisses pas partir. C'est ma manière à moi de me battre. Pourquoi tu veux que je sois comme tu veux? Alors que t'es venu avec moi, justement parce que je suis comme je suis. Vous voyez, c'est dur. Hein. Alors, très rapidement, je vais... Ta meilleure mine. Je vais vous montrer... Enfin, c'est pas difficile. Voilà. Alors, les techniques du manipulateur patenté. La première chose, c'est qu'il vous attrape en étant très séduisant. Ça, c'est la première étape. C'est de la séduction. Il vous fait des compliments, il fait des choses comme ça. Et puis, très rapidement, il vous met dans une situation de vous culpabiliser. Donc, il vous accuse. Ensuite, il utilise vos valeurs, c'est-à-dire celles qui vous sont chères, pour dire, mais enfin, mais tu ne respectes pas tes valeurs. Il vous piège complètement. Moi, ma manière de me battre, c'est de créer les conditions pour que tu ne puisses pas partir. Ça donne envie, hein? Je ne voudrais pas faire du mauvais humour, mais dans l'intimité du lit conjugal, ça doit donner. C'est quand même ardos, quoi. Hein. Donc il culpabilise, il crée les conditions, il met en doute vos qualités. Hein. Il vous fait croire que vous devez être parfait. Mais on n'a pas le droit de changer d'avis, là. Tu es venu me chercher pour ce que je suis. Et donc il va falloir grandir, ma fille. Il faut que tu apprennes à rester avec ce que tu as choisi. On n'a pas le droit de changer d'avis? Non, mais c'est horrible. C'est horrible. Il utilise les valeurs pour assouvir vos valeurs, pour assouvir ses besoins. Un autre truc qui est très fort, c'est qu'il vous dit qu'il s'occupe de vos besoins, qu'il s'occupe de vos désirs. Mais pas du tout. Il fait autre chose. Il s'occupe de le satisfaire, lui. C'est tout. Il se sert de vous. De temps en temps, il se victimise, il s'arrange pour balancer les responsabilités sur les autres, il fuit la relation. Il ne vous dit jamais ce qu'il vous demande. Il n'est jamais proche de lui-même pour exprimer ni ses besoins, ni ses émotions authentiques. Jamais. Et il s'arrange pour que vous culpabilisiez d'avoir envie de partir. Mais c'est diabolique. Ça, ce sont des vrais joueurs, vous voyez. Pitching, billing, bugging. Souvenez-vous-en. Allez, on continue encore un petit peu. Alors, là, si vous voulez, vous voyez, ici, j'ai mis le P extérieur, donc PSV extérieur, comportement, et puis on a le PSV à l'intérieur, niveau psychologique préconscient. D'accord ? Alors, ce qui se passe, c'est que, on l'avait dit tout à l'heure, il y a un scénario. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce scénario ? Alors, je voudrais très rapidement vous dire ce qui se passe dans ce scénario
ce qu'il y a. Donc le triangle à l'intérieur, c'est le triangle scénarique. Et donc, dans le persécuteur, à l'intérieur, de façon inconsciente, il y a en fait ce qu'on appelle les injonctions. Les injonctions, c'est un ordre qui n'est pas complètement formulé, mais qui est toujours un ordre négatif. Quand je dis qu'il n'est pas formulé, ça veut dire que la personne ressent cet ordre émotionnellement et sensoriellement. C'est dans ses sens qu'elle le ressent. Mais elle n'a pas une phrase qui vient à l'intérieur d'elle. D'accord ? Ça, c'est le propre des injonctions. Les injonctions, vous les ressentez, mais vous n'arrivez pas à leur donner des phrases. L'analyse transactionnelle a fait un gros travail là-dessus et a identifié à peu près une douzaine d'injonctions. Et donc, une des injonctions, c'est surtout « n'existe pas ». Comment voulez-vous prendre votre place si d'abord vous ne vous donnez pas la permission d'exister ? N'existe pas, ne ressens rien. Ne ressens rien. Ne sois pas proche de toi. Et puis, ne sois pas proche de moi non plus. Parce que ça pourrait mal tourner. Ou je ne sais pas quoi. Ne sois pas en bonne santé. Ne réfléchis pas. Ne réfléchis pas. Moi, j'avais ça un petit peu à la maison. Et quand je dis à la maison, ce n'est pas tant dans mon environnement que la façon dont je l'ai compris. Ne réfléchis pas. Dès lors que je lisais un livre qui m'intéressait, j'avais mal à la tête, parce que le livre me rendait plus intelligent, me permettait de comprendre. Alors j'ai pris un peu ma revanche. J'ai décidé d'écrire une encyclopédie sur l'accompagnement. Ça fera 4000 pages. J'en ai écrit 2200. Mais si vous voulez, c'est l'histoire de ma vie, ça. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai mal à la tête quand j'écris ça, parce que je dois lutter contre l'injonction, et cette injonction, là, je la mets en mots, mais elle est viscérale. Et donc, ça veut dire que si je veux l'éliminer, il va falloir que je fasse un travail qui revienne à l'origine de la décision scénarique que j'ai prise, qui a fait que je me sens comme ça. Bonjour le boulot. Alors, de temps en temps, j'utilise le bulldozer. T'as mal à la tête, continue. Et puis, de temps en temps, comme j'ai maintenant dans mon environnement des gens qui m'apprécient, des gens qui prennent soin de moi, j'ai de moins en moins mal à la tête. Bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de faire 10 ans de psychanalyse pour arriver à comprendre ce qui se passe. Vous pouvez aussi profiter d'un environnement qui est bienveillant vis-à-vis de vous-même. Mon rêve, c'est de créer des environnements bienveillants. J'essaye de faire ça, c'est pour ça qu'il y a toujours à bouffer. Mais c'est sérieux, c'est-à-dire que je veux que les gens soient nourris de là et de là. Et si on peut s'embrasser, se faire un câlin, vous inquiétez pas, on va pas faire un lying, non, c'est pas pour ça. Mais c'est bien aussi, vous voyez ? Et donc, le lieu des injonctions, c'est la persécution scénarique. Le lieu des drivers ou des messages contraignants, c'est le côté sauveteur. Alors, là, c'est beaucoup plus formulé. T.B. Keller, qui est l'auteur du modèle ProcessCom, a reçu le prix Eric Berne en 1977 pour l'invention de ce qu'il a appelé les mini-scénarios ou les messages contraignants. Il y a 5 messages contraignants. Sois parfait, sois fort, fais des efforts, fais plaisir et dépêche-toi. Alors, pour vous en souvenir, il y en a 2 du verbe être, 2 du verbe faire et 1 qu'on a tous, grouille-toi, on va louper le train. Ça, en Europe ou en Occident, d'une façon générale, on l'a. Mais il y en a 2 faire et 2 être. Et là, ce qui se passe, c'est que le message contraignant correspond à une syntaxe. La personne ressent un trouble, ressent un inconfort. Qu'est-ce qui va se passer ? Il dit, si jamais j'arrive à être parfait, eh ben mon trouble va s'en aller. Et vous savez quoi ? Ben, ça ne va pas s'arrêter. Donc, quand la personne n'a pas réussi à être parfaite, elle se méprise, et après elle dit, je vais peut-être faire plaisir. Et là, ça ne marche pas mieux. Alors on passe au suivant. Dépêche-toi d'être parfait, de faire plaisir. Et puis quand ça ne marche encore pas, allez, sois fort, résiste, prouve que tu... Merci. Vous voyez, ça c'est typique, toutes ces chansons disent ces choses-là. Et puis enfin, le dernier point, c'est que le lieu, si vous voulez, au niveau scénarique, de toutes les émotions parasites et les sentiments, c'est l'enfant. Ou plutôt, c'est la victime. D'accord ? Vous avez ici quelque chose qui est perlé au niveau de ce qui se passe à l'intérieur. Nous avons maintenant comportement extérieur, relation à soi, le PSV intérieur, et puis dans le triangle encore en dessous, le
PSV scénarique, dans lequel il y a ces trucs-là. Et ça ne peut se traiter que par un travail relativement régressif au niveau de la thérapie. Sauf si votre environnement devient bienveillant. D'accord ? Ce qu'il y a d'assez formidable, c'est que la PNL nous a expliqué, ou les neurosciences, je devrais plutôt dire, qu'il y a un lien entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense et la façon dont on se comporte. Et la PNL appelle ça les 3 portes de la communication. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut rentrer par n'importe quelle porte. Ça communique. Donc si vous commencez à développer un comportement vis-à-vis de vous-même bienveillant, même si à l'intérieur, ça ne le fait pas du tout, ça va marcher. Du moment que vous le faites assez longtemps. Et de temps en temps, on est fatigué. Donc entourez-vous de gens bienveillants. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi si, au niveau scénarique, vous avez des scénarios PSV? Eh bien, ce que va vouloir faire la personne du côté de son scénario, côté persécution, c'est il dit, moi, ma famille, tous des pourris. C'est bien simple, tous des pourris. Et donc, il va vouloir se venger. Dès que quelqu'un ressemble, de près ou de loin, à une personne qu'il identifie comme membre de sa famille, il va vous rentrer dedans, il va se venger sur vous. Vous voyez ? Alors, du côté du sauvetage, c'est assez formidable aussi. Alors là, je suis supporter du système familial. Hein ? Et ce que va faire l'enfant, c'est que là, lui, il va rester totalement dans la passivité et il va accepter de souffrir. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau du scénario, je vous rappelle que nous avons toujours et une croyance limitante d'une part et d'autre part une émotion parasite. Eh bien, regardez, ici, l'émotion parasite de la victime, c'est la souffrance. C'est-à-dire, vous avez des gens qui... I'm a happy taxpayer. Mais je préférerais bien qu'il n'y ait pas de taxes à payer. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, on souffre. Et quelle est la croyance qu'il y a derrière ? La croyance, c'est en acceptant de souffrir, le problème va être résolu. Vous voyez, il y a toujours et une émotion parasite, là, de souffrance, et une croyance qui l'entretient. Si vous essayez de chercher l'émotion vraie sans avoir identifié quelle est la croyance limitante, ça va être un scooter sur une jambe de bois. Non, un cotère sur une jambe du bois, pardon. C'est-à-dire que ça ne va pas marcher. Quelle est l'émotion parasite du persécuteur ? La colère, et notamment la colère frustrée. Ceux qui sont travaillomanes dans la salle, colère frustrée, ça vous parle un petit peu ? La colère frustrée, finalement, c'est j'en ai marre, mais même quand il l'exprime, ça ne marche pas. Et sa croyance, c'est que, effectivement, en poussant sa gueulante, ou plutôt en exprimant sa frustration par la colère, le problème se résoudra de lui-même. Ben non. Vous voyez les croyances ? Et quand vous le dites comme ça, vous dites, mais c'est pas possible, on ne peut pas croire ça quand même. Eh ben si. Et quelle est l'émotion parasite, effectivement, du sauvetage ? C'est la compassion. Mais c'est de la fausse compassion. Et en fait, la croyance, c'est en étant dans la compassion vis-à-vis de l'autre, alors il va m'aimer. Et vous savez quoi ? C'est qu'il y a de la compassion qui, bien sûr, va être mise au service de la victime et qui vous dira « Tu n'as pas eu assez de compassion pour moi. Recommence encore un petit peu. » Vous voyez ? Et donc, ça s'entretient. Et donc, si vous voulez sortir de ça plus profondément, il faut identifier votre émotion parasite et bien repérer la croyance qu'il y a derrière et être toujours dans des environnements qui sont bienveillants. Ça va être important. Alors, pour pouvoir en changer, je vais passer ça, parce que là, je voudrais aller un peu plus loin. Et j'ai jusqu'à 9h30, c'est ça ? Donc 4 minutes encore. Alors, pour pouvoir sortir des relations toxiques, il va falloir que vous conjuguiez 10 permissions fondamentales.
Si vous ne les conjuguez pas, vous risquez de rester enfermé dans les toiles d'araignée de ces relations toxiques. La première, c'est est-ce que vous vous donnez le droit d'exister, d'avoir des sensations pour la deuxième, d'avoir des sentiments pour la troisième, de vous sentir sain et en bonne santé, d'être proche de vous-même et des autres, d'appartenir, d'être vous-même, d'avoir votre âge. À moi, dans ma famille, il fallait toujours qu'on soit plus grand que l'âge qu'on avait. Toujours. Et moi, j'ai toujours été plus grand. Toujours. Parce que j'étais le dernier de famille. Et donc, j'ai été toujours plus grand. Je voulais toujours être plus grand. Parce que, et je continue à 55 balais, de me penser le dernier de famille. Et maintenant, mes étudiants, ils sont plus jeunes que moi. Ça m'énerve. C'est-à-dire, toujours, il faut être plus grand que son âge. Ou plus petit, ne grandis pas. Vous voyez, on s'aperçoit que les permissions sont complètement en lien avec les injonctions. Est-ce que vous vous permettez de réussir? Ouh là 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 là. Il ne faut surtout pas que je dépasse la famille, parce qu'il y a quand même une image de marque à respecter. Est-ce que vous vous permettez d'être heureux et de vous dire « je suis heureux ». Et ça fait quoi d'être heureux? Ça fait pas mal. Dans les deux acceptions, hein, ça ne fait pas mal, et puis c'est pas mal d'être heureux, vous voyez? Alors, ce que nous propose Karpman, c'est de passer maintenant dans le triangle positif et regardez, plutôt que d'être persécuteur, il s'agit d'être protégeant et puissant. Et là, il y a vraiment... C'est fort parce que les lettres vont bien. Il faut être soutenant et solidaire. C'est-à-dire, il y a effectivement une vraie compassion qu'on peut développer. Il s'agit aussi d'être volontaire pour s'en sortir et d'accepter sa propre vulnérabilité. Je vous ai parlé de ce mail tout à l'heure qui m'a atteint. Oui, je suis vulnérable. Bon, ne le dites pas aux autres, hein, je nierai sous la torture. Hein, que les choses soient claires. OK? Voilà, j'ai presque terminé. Ce qui se passe, c'est on va aider. Hein, quand vous voulez sortir d'un jeu, il faut regarder l'autre avec qui vous jouez avec une certaine compassion. Et Karpman propose de parler de ce fameux triangle des 10%. Et regardez quelle gueule ça a. Eh bien, la première chose, c'est que dans tout jeu, il y a au moins 10% d'intention positive. Ouf, on va pouvoir s'appuyer là-dessus. Deuxième point, c'est que dans chaque idée émise, il y a au moins 10% de vérité. Le troisième point est génial. 10% de la population aurait agi exactement comme moi quand je suis pris dans un jeu. Ouf, ouf, ouf. Et puis de toute façon, 10% de ce qu'on raconte, c'est faux. Conjuguez ça, déjà, vous allez développer une certaine compassion vis-à-vis de vous-même et de l'autre. Et puis le dernier point, quand on est dans un rôle, on est au moins dans 10% dans les autres, donc soyez bienveillants avec vous-même. Et donc, pour sortir des triangles, je vous propose de conjuguer maintenant, plutôt que « aide-moi, aide-moi, j'y arrive pas sans toi, tu sais bien que tu me manques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année à Erasmus en Espagne ?» Oui, ça donne ça. Eh bien, faites une demande plutôt que de quémander. Demandez plutôt que quémander. Et ça va s'entendre dans l'énergie que vous avez. Pour le persécuteur, mais exprimez-la vraiment, votre colère, une bonne fois pour toutes. Arrêtez de faire de demi-mesures. Soyez en contact avec votre vraie colère, pas l'émotion parasite de colère frustrée ou de colère persécutrice, de colère vengeresse. Ah, vous m'avez viré, vous verrez, vous le regretterez. Oh, soyons sérieux. Ah, tu le prends comme ça. Ah, tu le prends comme ça. Tu vas voir un peu. Vous voyez, non, on pousse sa gueulante et puis c'est bon. Et on passe à autre chose, on cherche des solutions. Et enfin, du côté du sauvetage, je vous rappelle que le sauveteur veut être aimé en étant dans la compassion. Et donc, il va aider, il va aider. Non, décidez d'aider vraiment, soyez leader, avancez, faites quelque chose avec votre compassion, faites-en quelque chose. Saisissez-vous de ça, soyez effectivement soutenant. Vous voyez, c'est magnifique ça. Hein ?
Vous trouverez tout ça dans mon gros bouquin, Le Vert. C'était la demi-seconde de pub. Et puis, on va finir ici en disant, vous vous souvenez de cette fameuse situation de cas, là, le cas d'école? L'idée de la boucle perdante de l'intimité évasive, c'est de transformer ce case-là en un autre case. Et regardez, il s'agit de créer les conditions de l'intimité. Et dans ces cas-là, vous avez aussi CASE, mais au lieu d'être condescendant, soyez compréhensif. Au lieu d'être abrupt, soyez approchable. Au lieu d'être secret, soyez spontané. Et au lieu d'être évasif, engagez-vous qui disait. Soyez engagés dans la relation. L'enjeu de ça, de passer de l'un à l'autre, c'est finalement de créer les conditions d'une intimité partagée. Et regardez, pour le ERA, vous vous souvenez de celui-là ? L'hyper-enthousiasme qui nous gonfle, celui qui est rigide et qui vous attaque en disant « donne-moi ta réponse plus vite que ça », ou celui qui est sticky, fiddy, sweetie, tout ce que vous voulez, là, l'agaçant. Eh bien, l'enjeu, c'est d'inviter l'autre à l'intimité plutôt que de faire une intimité invasive ou intrusive. Et là, c'est toujours le ERA. Soyez empathique avec les autres, soyez relax. Et puis, faites attention à vous, soyez attirant. Ne soyez pas dans la séduction, mais soyez séduisant. Développez-vous dans votre rayonnement. Dès lors que vous développez ces qualités-là, vous allez voir, on n'est pas à l'abri d'un coup de bol. Ça pourrait bien tourner. Voilà. On pourrait encore continuer, mais là, je suis arrivé au bout et il est 21h33, donc j'ai 3 minutes de retard par rapport à ce que j'avais prévu de vous dire. Bien sûr, j'aurais voulu vous montrer encore une autre vidéo et puis vous faire travailler par 3 ou 4. Qu'est-ce que je repère maintenant? Mais ce que je vous propose, c'est si vous voulez le faire vraiment, je vais monter un atelier de 2 jours où on pourra travailler ça sur soi, quoi, avec soi. Ce sera la même chose, mais déployé sur 2 jours. Ce sera des journées d'approfondissement, de développement et d'entraînement, c'est-à-dire ce sera une pierre précieuse qu'on appelle une jade. Journée d'approfondissement, de développement et d'entraînement, j'aime beaucoup la fonction poétique. Voilà. Moi, j'ai créé ça pour vous sensibiliser. Maintenant, charge à vous de sonner. En fait, il n'y a pas de sonnette. Vous entrez et puis vous dites, ce serait bien qu'on fasse un petit atelier. Et puis je ferai un atelier 2 jours à 8 personnes, et puis c'est bon, quoi. Parce que je peux vous assurer que là, je vous ai donné quelque chose d'assez approfondi. Néanmoins, il y en a beaucoup, il y a plein d'exercices pour s'habituer à repérer. Racontez-moi vos histoires, paf, les autres travaillent sur l'histoire. À quel moment tu invites, à quel moment il y a un coup de théâtre, à quel moment il y a la récupération des signes de reconnaissance négatifs, etc. Ce sera selon votre désir, selon vos ressources, selon votre créativité, selon le désir de vos relations, mais en tout état de cause, toujours pour répondre à vos besoins. Je vous remercie.